Silhouette longiligne, gros yeux globuleux, faciès inquiétant, les libellules, bien que carnivores, sont inoffensives pour l'homme, n'ayant ni dard ni pince, pas même de glandes à venin. Sous leur allure fascinante, ces petits insectes tout en élégance demeurent étrangement méconnus du public. Donc je suis entomologiste et je me suis spécialisé dans l'étude des libellules. Un entomologiste, c'est la personne qui s'occupe d'étudier, scientifiquement ou non, les insectes. Parmi la grande diversité d'insectes qui existent dans le monde, il est nécessaire de se spécialiser dans un groupe que l'on choisit pour plusieurs raisons. J'ai choisi l'étude des libellules pour leur grand intérêt dans la compréhension des milieux aquatiques. Les libellules sont des insectes carnivores à tous les stades de leur développement et sont liés à une ressource trophique, une ressource en nourriture. Cette nourriture, elle la trouve dans des milieux aquatiques de différentes natures, de la mare à la rivière, en passant par les étangs et les lacs. L'étude des libellules, en parallèle à celle d'autres invertébrés aquatiques qui coexistent avec elles dans ces milieux, nous donne une bonne idée et nous permet d'appréhender le fonctionnement de ces milieux aquatiques et leur protection, et concourt à une meilleure connaissance de la biodiversité. Il est important de la préserver pour que la nature, et nous, dans la nature, puissions vivre dans un environnement relativement préservé. Les libellules existent depuis très longtemps. On en connaît des traces fossiles qui remontent à des périodes assez reculées, comme le Carbonifère, il y a un peu plus de 300 millions d'années. Les formes de libellules à cette époque étaient assez différentes de celles qu'on connaît maintenant, avec notamment la fameuse Meganera, qui était une libellule qui pouvait dépasser les 70 cm d'envergure. Elles ont considérablement rapetissé ensuite pour arriver aux formes actuelles qu'on connaît autour de nous, et qui ne dépassent en général pas 12 cm. Les libellules sont des insectes caractérisés par un certain nombre de structures qui sont très visibles. On connaît beaucoup celles qu'on voit voltiger autour des mares et des ruisseaux l'été, leurs belles couleurs, leurs ailes transparentes et leurs gros yeux globuleux. On connaît moins leur phase larvaire, sous forme de larves aquatiques, qu'on ne trouve d'ailleurs pas très souvent et qui vivent assez cachées. En tout cas, les libellules à tous les stades, qu'elles vivent dans l'eau ou qu'elles vivent dans l'air, sont de redoutables machines de chasse en fait, programmées pour la vitesse, les acrobaties aériennes et pour capturer un grand nombre d'insectes. La libellule sous forme de larve nage, respire et se nourrit dans l'eau. Elle peut d'ailleurs y rester pendant plusieurs années en fonction des espèces. Survient la métamorphose qui permet à l'insecte de se transformer et de développer des caractéristiques qui feront de lui un animal aérien. On l'appelle adulte ou plus précisément imago. La vie de l'adulte est très brève, au contraire de celle de la larve, qui en général ne dépasse pas 2 à 3 mois. Cette vie de l'imago est entièrement consacrée à la reproduction. Alors, les libellules ont une vie secrète. Cette vie secrète se déroule dans l'eau. Une vie faite d'un développement qui les conduira jusqu'à l'émergence et l'éclosion des adultes qu'on a l'habitude de voir. Une vie faite de prédation, à la fois de camouflage et de chasse surtout. Une libellule vit dans l'eau entre 3 semaines et 2 années. Ça dépend des espèces et dépend de la nature des milieux, qu'ils soient temporaires ou permanents. Dans l'eau, la libellule respire de l'oxygène dissous à l'aide de branchies, enfin de trachées particulièrement vascularisées qui débouchent directement sur le milieu extérieur et qui baignent les organes continuellement. Alors, une des particularités des libellules pour se nourrir, et qui est d'ailleurs quelque chose qui est unique dans le monde animal, c'est la présence de ce qu'on appelle un bras mentonnier, qui est une extension de la lèvre inférieure qui s'est transformée en un bras articulé que la libellule peut déployer devant elle pour attraper les proies qui passent à sa portée. Ce menton, ce bras préhensile est équipé de 2 crochets qui maintiennent la proie pendant que la libellule la consomme. Un parallèle culturel permet de comparer la larve et son bras mentonnier au monstre Alien du cinéma américain, qui a été très largement inspiré par le faciès des larves de libellules. Alors les proies préférées des libellules, c'est
en résumé à peu près tout ce qui se mange et qui passe à leur portée. Ça va du petit zooplancton jusque pour les plus grandes espèces de libellules, même des alevins ou des têtards. Alors à l'issue d'un certain nombre de mues, la larve qui commence à exercer sa respiration aérienne dans l'eau grimpe sur une tige aquatique, une feuille, un tronc, et commence par passer plusieurs jours à l'extérieur du milieu aquatique pour commencer à respirer, avant que ne survienne l'émergence qui se passe en quelques minutes, très rapide. L'émergence, c'est la transformation de la larve en insecte ailé aérien, qui consiste pour la larve à se débarrasser de son ancienne peau et de développer des organes qu'elle possédait jusqu'à présent, mais de les développer complètement pour qu'ils deviennent fonctionnels. Et donc pendant quelques minutes, la larve s'extrait péniblement de son enveloppe, qu'on appelle maintenant une exuvie, la dernière mue avant l'émergence. Les ailes, l'abdomen, les yeux et les pattes se développent, les couleurs commencent à apparaître, et au bout de quelques instants nécessaires au séchage de tous ces téguments, la libellule s'envole pour son premier envol. Le premier envol de la libellule peut se passer très bien, peut se passer très mal. C'est une période de grande vulnérabilité pour les libellules dont les téguments sont encore très mous et pas encore durs. Le premier vol est hésitant, et c'est en général à ce moment-là que les prédateurs des libellules commencent à apparaître, les oiseaux, les grenouilles, etc. Alors le mot de métamorphose n'est pas forcément le plus approprié, mais c'est celui qui s'en rapproche le plus. À la différence d'autres insectes, les libellules ne passent pas par une phase de chrysalide. Les larves dans l'eau possèdent déjà toutes les caractéristiques qui font d'elles des libellules volantes. Les ailes, les pattes, etc. sont complètement recroquevillées, puisqu'elles ne sont pas utiles dans le milieu aquatique, sont toutes recroquevillées et pas complètement développées. Elle les développera pendant l'émergence pour accéder au milieu aérien. Alors le bramantonnier, lui, ne fait que se réduire en taille pour être plus du tout fonctionnel chez la libellule adulte qui n'en a pas besoin et qui capture ses proies autrement, à l'aide de ses ailes et de ses pattes. Mais que mangent les libellules? Où vivent-elles? Quels sont les secrets de leur cycle de vie? Le terme d'adulte pour la phase aérienne des libellules n'est pas le terme très approprié. On parle en général d'imago, parce qu'il n'y a pas chez les libellules ou chez les insectes cette notion d'ascendance ou de descendance de jeunes, d'adultes, de larves, etc. Une libellule a une phase aquatique et une phase aérienne qui sont différentes, mais c'est toujours le même insecte. La libellule, l'imago libellule munie d'ailes, se nourrit des mêmes proies que les larves. Par contre, elle les chasse différemment. La chasse des imagos est faite au vol, la libellule étant munie d'ailes indépendantes, de 4 ailes indépendantes, qui peuvent fonctionner chacune différemment, permettant à peu près toutes les acrobaties aériennes connues, des yeux qui sont, toutes proportions gardées, les plus grands dans le monde animal et qui permettent une vision sur 360 degrés, et des pattes armées d'épines qui permettent de capturer les proies en vol. Les imagos mangent toutes sortes d'insectes, notamment des insectes volants. On retrouve dans les proies des imagos les proies des larves, mais à un autre stade. On retrouve les moustiques, les papillons, d'autres libellules, le cannibalisme étant assez fréquent, et tout un tas d'insectes aquatiques qui peuvent passer à leur portée. Elles sont assez peu sélectives sur la nature de leur proie. Les imagos de libellules ne sont pas capables de se reproduire immédiatement après l'émergence. Il faut qu'elles passent par une période de maturation sexuelle pendant laquelle leurs organes reproducteurs vont se développer. Après cette période qui dure en moyenne un mois, mâles et femelles se retrouvent autour des milieux aquatiques et commencent véritablement la reproduction en passant par le choix d'un territoire et puis ensuite par une phase très particulière aux libellules et qui est encore une fois unique dans le monde animal, c'est l'accouplement. Au lieu d'avoir tous les organes génitaux présents sous le 9e segment abdominal, les mâles de libellules ont un organe secondaire
situé sous le deuxième segment abdominal, le pénis. Ce qui les oblige à transférer le sperme produit par les organes génitaux sous le 9e segment abdominal jusqu'au pénis, qui servira de seringue pour consommer l'accouplement avec la femelle. Chez les libellules, le mâle est le principal acteur de l'accouplement. Après le transfert du sperme, il intervient le choix d'une femelle, et parfois en même temps. Le mâle approche donc des femelles, à la suite soit d'une part nuptiale chez certaines espèces, soit sans, et parfois très brutalement. Le mâle se saisit de la femelle à l'aide d'une paire de pinces qui s'appellent les cerques qu'il possède au bout de l'abdomen. Ces cerques sont caractéristiques d'une espèce. La forme et la sculpture parfois très compliquée de ces cerques s'adaptent parfaitement, comme une clé, au thorax de la femelle, ce qui évite la possibilité d'accouplement croisé. Le mâle tenant bien fermement la femelle, ensuite, peut procéder à l'accouplement. Cette fois-ci, c'est la femelle qui recourbe son abdomen et qui met en communication ses propres organes génitaux avec la seringue du mâle, qui va pouvoir transférer le sperme et féconder les œufs. Une fois le sperme transféré chez le mâle et le choix de la femelle effectué, le couple formé s'envole, avec la femelle toujours accrochée au mâle par les cercles, s'envole dans une position qu'on appelle une position de tandem. Le couple s'envole accroché l'un à l'autre pour rejoindre les sites de ponte sur lesquels va se dérouler le reste de la reproduction. Les œufs chez les libellules sont déjà présents dans l'abdomen des femelles, mais ne seront fécondés par le sperme du mâle qu'au moment de la ponte proprement dite, où ils seront insérés dans les tissus végétaux à l'aide d'une petite tarière qu'on appelle un ovipositeur que possèdent les femelles, ou tout simplement lâchés au-dessus de la végétation. Certaines espèces ont la particularité de pondre dans des tissus durs, des ligneux par exemple. Dans certaines espèces chez nous, pondent dans l'écorce des arbres. Une fois pondus, les œufs de libellules se développent immédiatement lorsqu'ils sont pondus en été et donnent des larves quelques jours, parfois quelques heures après la ponte. Et chez d'autres espèces ou dans d'autres conditions climatiques, si les œufs ont été pondus à la fin de l'été par exemple, ils vont devoir passer l'hiver dans une période ce qu'on appelle une période de diapause, pendant laquelle ils vont rester non éclos pour éclore au printemps suivant. Au moment de l'éclosion, les œufs libèrent un premier organisme qu'on appelle la prolarve. Cette prolarve a une durée de vie très très brève, de l'ordre de quelques secondes à quelques minutes. Elle va immédiatement se transformer en une vraie larve, qui poursuivra sa croissance au fil de mues successives, pour donner naissance après l'émergence à l'imago ailé, que l'on voit au-dessus des mares en été. Oui, il y a des libellules dans le monde entier, elles sont répandues partout, sauf dans les conditions très extrêmes au pôle. On en connaît à peu près 6000 espèces, bien qu'une petite vingtaine d'espèces soient décrites chaque année. 6000 espèces dans le monde, diversement réparties, surtout la plus grande diversité se situe en zone tropicale. On les trouve principalement dans les régions reculées, notamment d'Amérique du Sud. Et chaque pays recèle comme ça des trésors cachés qui se découvrent au fil du temps, au fil des recherches et des études qui sont faites, des expéditions qui ressemblent encore beaucoup à des explorations, au cours desquelles des libellules sont découvertes, sont nommées ensuite, et puis sont décrites officiellement dans des revues pour apparaître dans la liste mondiale des libellules qui ne cesse de s'accroître. Durant la mission en Guadeloupe en 2006, nous avons été amenés à fréquenter un certain nombre de milieux jusqu'alors réputés inaccessibles pour poursuivre les recherches un peu plus loin sur les libellules et éventuellement d'en trouver de nouvelles qui n'auraient pas été répertoriées. Ce qui arrive assez fréquemment, de nouvelles espèces en Guadeloupe apparaissent à peu près tous les ans, nouvelles pour l'île, pas forcément pour la science. Nous avons quand même eu la surprise de nous apercevoir qu'une des libellules que nous avons capturées n'avait jamais été répertoriée, donc nouvelle pour la science. Cette libellule, capturée dans les mangroves de la Grande Terre, a été décrite officiellement dans une revue scientifique. Il a été nécessaire de la nommer, de lui donner un nom. Ce nom a été donné en l'honneur de ma fille, Romane. Cette libellule s'appelle donc Protonera romanae, est une petite libellule endémique de Guadeloupe. On ne la trouve au monde que dans cette île. Les libellules sont fréquemment consommées comme partie de l'alimentation ou comme alimentation complète dans différentes parties du monde, et notamment à Bali, où les libellules sont capturées à l'aide de perches enduites de glu,
puis embrochées sur des morceaux de bois et vendues sur les marchés pour être frites et accompagnées d'épices, qui constituent un complément alimentaire assez riche en protéines.